Au début de l'année 1966, les États-Unis ont présenté au monde entier un avion qui semblait venir tout droit du futur. Un appareil si rapide qu'aucune roquette sur Terre ne pouvait le rattraper. Le SR-71 Blackbird volait à plus de 3500 km/h, à une altitude de 26 000 mètres, là où le ciel devient noir et où l'on peut apercevoir la courbure de la planète. Et pendant que cet avion espion américain survolait librement le territoire soviétique, photographiant chaque base militaire, chaque installation secrète, chaque mouvement de troupes, l'Union soviétique ne pouvait absolument rien faire. Les missiles sol-air étaient trop lents, les chasseurs soviétiques ne montaient pas assez haut et les radars perdaient la trace de l'avion avant même que les opérateurs aient le temps de réagir. C'était une humiliation totale pour la plus grande puissance militaire du bloc de l'Est, et les généraux soviétiques le savaient parfaitement. La presse occidentale ne se privait pas de rappeler cette supériorité écrasante. Les magazines spécialisés en aviation décrivaient le Blackbird comme un appareil invulnérable, un fantôme technologique que personne ne pourrait jamais intercepter. Certains analystes militaires américains affirmaient ouvertement que les soviétiques avaient au moins 20 ans de retard dans le domaine de l'aviation de combat à haute altitude. Et il faut reconnaître qu'à cette époque, les faits leur donnaient raison. Face à cette menace, les ingénieurs du bureau d'études Mikoyan Gourevitch ont reçu l'ordre de concevoir un intercepteur capable de rivaliser avec le Blackbird. Le résultat fut le MiG-25, un avion massif pesant plus de 38 000 kg une fois équipé et ravitaillé. Sur le papier, ces caractéristiques semblaient impressionnantes. Avec une vitesse maximale théorique de Mach 3,2. Mais en réalité, atteindre cette vitesse signifiait endommager gravement les moteurs et la structure de l'appareil. En conditions normales d'exploitation, le MiG-25 ne dépassait pas Mach 2,83, ce qui restait insuffisant pour rattraper le SR-71. Les problèmes ne s'arrêtaient pas là. Le MiG-25 était extrêmement difficile à piloter à basse altitude, ses grandes ailes ayant été conçues non pas pour la maniabilité, mais uniquement pour supporter le poids colossal de l'appareil. Quand les analystes américains ont vu les premières photographies satellites de cet avion, ils ont d'abord été inquiets en observant l'envergure impressionnante de ses ailes, pensant qu'il s'agissait à un chasseur ultra manœuvrable. Mais lorsqu'ils ont compris la vérité, l'inquiétude s'est transformée en moquerie. Le MiG-25 est rapidement devenu un sujet de plaisanterie dans les cercles militaires occidentaux, un géant d'acier rapide en ligne droite, mais incapable de tourner correctement. Un avion dont le système de missiles ne représentait aucune menace réelle pour le Blackbird. Et puis, en septembre 1976, un événement a frappé l'Union soviétique comme un coup de tonnerre. Le lieutenant Viktor Belenko, pilote de la défense aérienne soviétique, a trahi son pays en s'enfuyant avec son MiG-25 vers le Japon. Il a atterri sur l'aéroport de Hakodate, sur l'île de Hokkaido, en abîmant son train d'atterrissage après avoir dépassé la piste. Les autorités japonaises ont immédiatement invité les spécialistes de l'armée de l'air américaine à venir examiner l'appareil. Pendant environ 60 jours, les ingénieurs américains ont démonté le MiG-25 pièce par pièce, analysant chaque composant, chaque circuit, chaque système embarqué. Quand ils ont enfin rendu l'avion à l'Union soviétique, c'était sous forme de caisses remplies de pièces détachées. Lors de ses entretiens avec les services de renseignement américains, Belenko a révélé une information capitale. Il leur a parlé du développement en cours d'un nouvel intercepteur, un appareil que les soviétiques appelaient en interne le Super Foxbat, un successeur du MiG-25 qui serait radicalement différent de tout ce que l'Occident avait vu auparavant. Les Américains ont pris note, mais sans réelle inquiétude, persuadés que la technologie soviétique restait trop primitive pour produire un intercepteur véritablement dangereux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que plus d'un an avant la défection de Belenko, le 16 septembre 1975, un prototype désigné Ye-155MP avait déjà effectué son tout premier vol. L'avion que l'Occident allait bientôt connaître sous le nom de MiG-31 Foxhound était déjà en l'air, et il allait changer les règles du jeu dans le ciel de la guerre froide, d'une manière que personne en Occident n'avait anticipée.
En 1979, après 4 années d'essais intensifs, le MiG-31 a été approuvé pour la production en série. Et en 1981, il a été officiellement intégré aux forces de défense aérienne soviétiques. Mais pour comprendre pourquoi cet avion a bouleversé l'équilibre des forces dans le ciel, il faut plonger dans ce qui se cachait sous sa carlingue, car c'est là que résidait la véritable révolution. De l'extérieur, le MiG-31 ressemblait énormément à son prédécesseur. Les dimensions racontaient une histoire presque identique. 22,60 m de longueur pour le 31 contre 23,80 m pour le 25. 6,45 m de hauteur contre 6,10 m et des surfaces alaires pratiquement jumelles, séparées par à peine 0,2 m². Les observateurs occidentaux qui ont vu les premières images satellites du nouvel appareil ont haussé les épaules. Pour eux, il ne s'agissait que d'une copie légèrement retouchée du Foxbat, un avion dont ils connaissaient désormais tous les secrets grâce à la défection de Belenko. Les rapports de renseignement américains de l'époque qualifiaient le Foxhound de simple évolution cosmétique et certains analystes ont même écrit que les soviétiques étaient incapables d'innover et se contentaient de recycler leurs vieux modèles avec de la peinture fraîche. Cette arrogance allait leur coûter cher, car sous cette apparence familière se cachait un appareil fondamentalement différent. Le cœur de cette transformation portait un nom technique qui allait marquer l'histoire de l'aviation militaire, le Zaslon. Il s'agissait du tout premier radar à antenne à balayage électronique passive jamais installé sur un avion de chasse au monde. Aucun appareil occidental, ni le F-15, ni le F-14, ni aucun autre chasseur en service à cette époque ne possédait une telle technologie embarquée. Le Zaslon pouvait détecter des cibles aériennes à une distance de 200 km devant l'appareil, et son champ de balayage couvrait un arc de 70 degrés à gauche et à droite, 70 degrés vers le haut et 60 degrés vers le bas. Cela signifiait que le MiG-31 pouvait repérer et engager des avions volant bien au-dessus ou bien en dessous de lui, une capacité absolument inédite pour l'époque. Mais la portée brute du radar n'était que le début. Dès son introduction en 1981, le système Zaslon permettait au MiG-31 de suivre simultanément jusqu'à 10 cibles aériennes et d'en engager 4 en même temps avec des missiles guidés. Pour replacer cela dans son contexte, la plupart des chasseurs occidentaux de cette génération ne pouvaient traiter qu'une ou 2 cibles simultanément. Le Foxhound dépassait ses rivaux d'un facteur de 2 à 4 dans ce domaine crucial. Et c'est ici que la conception du MiG-31 prenait une dimension véritablement stratégique. Contrairement au 25, qui était un appareil monoplace où le pilote devait tout gérer seul, le 31 disposait de 2 cockpits en tandem. Le pilote à l'avant se concentrait sur le vol et les manœuvres, tandis que l'officier système d'armes à l'arrière gérait le radar, les communications et l'engagement des cibles. Cette répartition des tâches transformait radicalement l'efficacité de l'équipage en situation de combat. Mais l'innovation la plus spectaculaire du MiG-31, celle qui a véritablement pris l'Occident au dépourvu, concernait la liaison de données entre appareils. Chaque Foxhound échangeait automatiquement les informations de son radar avec les autres MiG-31 volant dans un rayon de 200 km. Les données de détection étaient fusionnées en temps réel, créant une image aérienne commune partagée par tous les appareils du groupe. Mieux encore, les MiG-31 pouvaient transmettre les coordonnées de leur cible à des chasseurs moins sophistiqués opérant dans la même zone, les guidant vers des objectifs qu'ils n'auraient jamais pu détecter par eux-mêmes. Le résultat concret de cette architecture était stupéfiant. 4 MiG-31 volant en formation espacée pouvaient surveiller et contrôler une bande de ciel d'une largeur de 1000 km. 4 avions pour couvrir un front aérien équivalent à la distance entre Paris et Berlin. Aucune force aérienne au monde ne disposait d'une capacité comparable à cette époque, et lorsque les services de renseignement occidentaux ont fini par comprendre l'ampleur de ce système intégré, le ton moqueur a laissé place à une inquiétude très réelle. Le MiG-31 n'était pas simplement un intercepteur rapide, c'était un poste de commandement volant, un maillon central dans un réseau de défense aérienne automatisé,
conçu non pas pour gagner des duels aériens un contre un, mais pour verrouiller des sections entières du ciel soviétique et les rendre impénétrables. Et c'est précisément cette philosophie qui allait bientôt être mise à l'épreuve face à l'avion qu'il avait été conçu pour neutraliser. Pour remplir sa mission d'intercepteur stratégique, le MiG-31 devait répondre à 4 exigences précises définies par le commandement soviétique. Premièrement, atteindre la zone de combat dans le temps le plus court possible après le décollage, pour intercepter les missiles de croisière et les bombardiers qui les transportaient. Deuxièmement, détecter et détruire les missiles de croisière volant à basse altitude, ainsi que les drones et les hélicoptères. Troisièmement, escorter les bombardiers stratégiques soviétiques sur de longues distances. Et quatrièmement, assurer la défense aérienne dans les vastes zones du territoire soviétique qui n'étaient pas couvertes par les systèmes de défense au sol. 4 missions radicalement différentes pour un seul et même appareil, et chacune d'entre elles nécessitait un arsenal adapté. Le système d'armement du Foxhound reposait sur 3 classes distinctes de missiles RR. La première était le R-33, un missile à longue portée spécifiquement conçu pour abattre des cibles de grande taille évoluant à très haute altitude, exactement le profil du SR-71. La deuxième classe comprenait le R-60MK, un missile léger à courte portée destiné aux engagements rapprochés contre des cibles plus petites et plus agiles. Et la troisième classe était le R-40RD, qui détenait à l'époque le record du plus gros missile RR jamais fabriqué au monde. En configuration standard, le MiG-31 emportait 4 R-33 sous le fuselage, 4 R-60MK sous les ailes et 2 R-40RD, offrant à l'équipage une palette complète pour engager n'importe quel type de menace aérienne, du petit drone au bombardier stratégique. En complément de ces missiles, l'appareil disposait également d'un canon rotatif à 6 tubes de 23 mm alimenté par 260 obus, une arme de dernier recours pour les situations de combat rapprochées. En 2013, le MiG-31 restait encore l'un des 2 seuls appareils au monde capables de tirer des missiles RR à très longue portée, plus de 30 ans après son entrée en service. Au-delà de son armement, les performances de vol du Foxhound révélaient des atouts que les chiffres bruts ne laissaient pas deviner au premier regard. Sa vitesse maximale à haute altitude atteignait 3000 km/h, soit Mach 2,83 à environ 21 300 mètres, un chiffre identique à celui du MiG-25 et nettement inférieur aux 3530 km/h du SR-71. Les analystes occidentaux ont immédiatement saisi cette donnée pour affirmer que le Foxhound ne pourrait jamais rattraper le Blackbird et que les Soviétiques avaient échoué dans leur tentative de créer un véritable adversaire pour l'avion espion américain. Mais cette analyse négligeait complètement un paramètre crucial, la vitesse ascensionnelle. Le MiG-31 grimpait à 288 mètres par seconde, contre 208 mètres par seconde pour le 25 et seulement 60 mètres par seconde pour le SR-71. L'intercepteur soviétique montait presque 5 fois plus vite que sa cible. Il n'avait pas besoin de la poursuivre horizontalement, il lui suffisait de monter à son altitude et de l'attendre sur sa trajectoire, en laissant ses missiles R-33 parcourir la distance restante. C'était une approche d'interception radicalement différente de ce que les Américains avaient anticipé. Le MiG-31 surpassait également ses rivaux en matière de résistance aux manœuvres, supportant jusqu'à 5 G en virage serré contre 4,5 G pour le 25 et à peine 3 G pour le SR-71. Ce dernier chiffre était parfaitement logique puisque le Blackbird était un avion de reconnaissance et non un chasseur, mais cela signifiait aussi qu'il ne disposait d'aucune capacité d'esquive face à un intercepteur en position de tir. À basse altitude, la différence entre les 2 générations de MiG devenait encore plus frappante. Le 31 atteignait 1500 km/h au ras du sol, soit Mach 1,21, tandis que le 25 plafonnait à 1100 km/h, une vitesse qui le maintenait en territoire subsonique.
Cette capacité supersonique à basse altitude permettait au Foxhound de remplir sa mission contre les missiles de croisière, rasant le relief, une tâche totalement impossible pour son prédécesseur. Enfin, l'autonomie de vol avait été considérablement améliorée. À vitesse optimale, le MiG-31 disposait d'un rayon de convoyage de 3000 km contre 2575 pour le 25. Et surtout, le Foxhound possédait une capacité que son prédécesseur n'avait jamais eue: le ravitaillement en vol grâce aux avions-citernes russes, ce qui ajoutait environ 2000 km supplémentaires à son rayon d'action. Cette autonomie étendue lui permettait de patrouiller pendant des heures au-dessus des immenses étendues arctiques et sibériennes, exactement les corridors qu'empruntait le SR-71 pour ses missions de reconnaissance au-dessus du territoire soviétique. L'ensemble de ces caractéristiques formait un système de combat intégré dont chaque élément compensait ce que les chiffres bruts de vitesse ne pouvaient pas offrir. Le MiG-31 n'avait pas besoin d'être plus rapide que le Blackbird pour le neutraliser. Il lui suffisait d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes armes. Et c'est exactement ce que les ingénieurs soviétiques avaient conçu. Pendant 5 ans après son entrée en service, le MiG-31 est resté dans l'ombre, patrouillant silencieusement le long des frontières soviétiques, sans jamais avoir l'occasion de prouver sa valeur face à l'adversaire pour lequel il avait été créé. Les pilotes américains du SR-71 continuaient leur mission de reconnaissance aux abords de l'espace aérien soviétique, convaincus que rien dans l'arsenal ennemi ne pouvait réellement les menacer. Après tout, ils avaient démonté le MiG-25 pièce par pièce et savaient pertinemment que cet avion ne représentait aucun danger sérieux à leur altitude de croisière. Et pour beaucoup d'entre eux, le Foxhound n'était qu'une version légèrement améliorée du même appareil. Tout a changé le 31 janvier 1986. Ce jour-là, un SR-71 a été détecté en approche des frontières soviétiques, volant à environ 15 800 mètres d'altitude. L'alerte a été immédiate. Le capitaine Mikhail Miyagki, pilote de MiG-31 en service dans les forces de défense aérienne, a raconté cette confrontation dans un témoignage repris plus tard par l'expert en aviation Paul Crickmore dans son ouvrage consacré au Blackbird. Selon Miyagki, le plan d'interception du SR-71 avait été calculé à la seconde près et les MiG devaient décoller exactement 16 minutes après l'alerte initiale. Miyagki a décrit l'atmosphère dans la base au moment où l'alarme a retenti. Une sonnerie stridente a d'abord percé le silence, suivie d'une confirmation par haut-parleur. L'apparition d'un SR-71 provoquait chaque fois une vague de nervosité dans toute la base. Les voix devenaient fébriles, le personnel courait dans tous les sens et chacun réagissait avec une émotion excessive à la situation, tant la pression était intense. Le Foxhound de Miyagki a décollé et son radar Zaslon a accroché le Blackbird à une distance d'environ 120 km. L'avion espion américain volait à une altitude de 15 800 mètres et le MiG-31 a entamé une montée fulgurante pour rejoindre cette élévation. Miyagki a grimpé encore de 4000 mètres supplémentaires pour se positionner au-dessus de sa cible. Et c'est alors qu'il a affirmé avoir vu le SR-71 à l'œil nu, une silhouette noire et effilée se découpant contre le bleu sombre de la haute atmosphère. Le verrouillage missile était confirmé, le R-33 était prêt au tir. Miyagki a déclaré que si l'avion espion avait violé l'espace aérien soviétique, un tir réel aurait été effectué et que l'appareil américain n'aurait eu pratiquement aucune chance d'éviter le missile. Le Blackbird n'a pas franchi la frontière ce jour-là et aucun missile n'a été lancé. Mais pour la première fois dans l'histoire de la guerre froide, un intercepteur soviétique avait verrouillé un SR-71 en conditions réelles, à son altitude de croisière, avec une solution de tir valide. Ce n'était plus de la théorie, ce n'était plus des spécifications techniques sur le papier. C'était un pilote bien réel, dans un cockpit bien réel, avec le doigt à quelques centimètres du bouton de tir. 5 mois plus tard, le 3 juin 1986, une deuxième confrontation a eu lieu, cette fois au-dessus de la mer de Barents, dans les eaux glaciales de l'Arctique. Un SR-71
effectuait une mission de reconnaissance le long de la côte nord de l'Union soviétique lorsque 6 MiG-31 ont été envoyés pour l'intercepter. 6 Foxhound contre un seul Blackbird. L'avion espion américain s'est retrouvé encadré par un mur radar couvrant des centaines de kilomètres dans chaque direction. Chaque intercepteur partageant ses données avec les autres en temps réel et verrouillant la cible sous des angles multiples. Encore une fois, aucun missile n'a été tiré, car le SR-71 n'a pas pénétré dans l'espace aérien soviétique. Mais le message envoyé ce jour-là était parfaitement clair. Selon les sources disponibles, ce 3 juin 1986 a été la dernière fois qu'un SR-71 a effectué une mission de reconnaissance à proximité directe du territoire soviétique. Les vols ont cessé, non pas à cause d'un tir, non pas à cause d'une destruction, mais parce que l'invulnérabilité du Blackbird n'existait tout simplement plus. Quelques années plus tard, le SR-71 a été retiré du service actif et les États-Unis ont transféré la majorité de leurs opérations de reconnaissance vers des satellites en orbite, bien plus haut et bien hors de portée de tout intercepteur. Beaucoup de pilotes américains du Blackbird ont affirmé par la suite qu'ils ne s'étaient jamais sentis véritablement menacés par le MiG-31. Mais les faits parlent d'eux-mêmes, car après ces confrontations, plus aucun SR-71 n'est venu défier les défenses soviétiques. Le Foxhound avait accompli sa mission sans tirer un seul coup, en forçant l'adversaire à renoncer par la simple démonstration de sa capacité à frapper. Et c'est ici que l'histoire prend un tournant ironique. Le 26 avril 2017, au-dessus d'un terrain d'essai dans le sud-est de la Russie, un MiG-31 a finalement été abattu par un missile R-33. Mais ce missile n'avait pas été tiré par un ennemi. Il provenait d'un autre MiG-31 russe à cause de dysfonctionnement du radar et du système de contrôle de tir lors d'un exercice d'entraînement. Les deux pilotes ont pu s'éjecter et survivre, mais cet incident signifie qu'au cours de toute son histoire opérationnelle, le MiG-31 a abattu davantage de ses propres semblables que de SR-71, l'avion même contre lequel il avait été conçu à l'origine. La production en série du MiG-31 s'est étalée de 1979 à 1994 et au cours de ces 15 années, un total de 519 appareils sont sortis des chaînes d'assemblage. 349 d'entre eux étaient des modèles de base, tandis que les 170 restants ont été déclinés en une dizaine de variantes différentes. L'écrasante majorité de ces avions ont servi dans les forces aériennes soviétiques, puis dans l'armée de l'air russe, après la dissolution de l'Union soviétique. Le Kazakhstan a hérité d'une trentaine d'appareils lorsque les anciennes républiques se sont partagé l'arsenal militaire soviétique. Et en 2007, un événement inattendu a attiré l'attention de la communauté internationale, quand la Syrie a passé commande de 8 MiG-31 auprès de la Russie. Le gouvernement russe a toujours nié avoir livré ces avions, mais les autorités turques ont affirmé que 6 d'entre eux avaient effectivement été livrés en 2015. Parmi toutes les variantes développées au fil des décennies, les plus significatives portent les désignations DZ, BSM et BM. Les versions tardives ont transformé le Foxhound en appareil multirôle, capable d'emporter des missiles anti-radar, des missiles anti-navires et des munitions air-sol, élargissant considérablement le spectre de ses missions bien au-delà de la simple interception à haute altitude. En 2010, la Russie a lancé un programme ambitieux visant à moderniser l'ensemble de sa flotte au standard MiG-31BM. Le secret entourant les programmes militaires russes rend difficile l'estimation du nombre exact d'appareils concernés. Mais les analystes occidentaux avancent des chiffres compris entre 50 et 130 unités. Les améliorations apportées par la variante BM sont considérables. Le nouveau radar multimode peut désormais détecter des cibles aériennes à une distance de 320 km, soit 120 km de plus que le système Zaslon original. Ce radar modernisé est également capable de classer automatiquement les cibles par ordre de menace potentielle, permettant à l'équipage de se concentrer immédiatement sur le danger le plus pressant. L'avionique a été entièrement repensée, avec des écrans multifonctions à cristaux liquides, un ordinateur de bord nettement plus puissant, des commandes main sur manche et manette,
et des liaisons de données numériques remplaçant les anciens systèmes analogiques. Mais c'est dans l'armement que la variante BM marque la rupture la plus spectaculaire avec les versions précédentes. Le MiG-31BM peut désormais emporter le missile R-77, ainsi que le KH-31, un missile anti-radar conçu pour détruire les systèmes de défense aérienne ennemis. Et surtout, il est compatible avec le R-37, un missile dont les caractéristiques donnent le vertige. Le R-37 est capable d'atteindre des vitesses hypersoniques, allant jusqu'à Mach 6, et de frapper des cibles situées à plus de 300 km de distance. À cette portée, un pilote ennemi n'aurait même pas le temps de comprendre qu'il est ciblé avant que le missile ne soit déjà à mi-chemin de sa trajectoire. En 2015, le vice-ministre russe de la Défense, Yuri Borisov, a déclaré que la flotte modernisée resterait en service au moins jusqu'aux années 2030, ce qui signifie que la majorité des appareils encore en activité auront volé pendant environ 50 ans. Un demi-siècle de service pour un avion de combat, c'est une longévité exceptionnelle qui témoigne de la solidité fondamentale de la conception originale. Cependant, même les ingénieurs russes savent que le Foxhound ne pourra pas voler éternellement. Dès 2014, le pilote d'essai russe Anatoly Kvochur a évoqué publiquement le développement d'un intercepteur de 6e génération destiné à remplacer le MiG-31. L'appareil, désigné MiG-41, aurait, selon Kvochur, une vitesse maximale d'au moins Mach 4, peut-être même Mach 4,3, soit plus de 5200 km à l'heure. Le processus de conception a été finalisé en 2019 et le directeur général de la corporation Mikoyan, Ilya Tarasenko, a indiqué que le design du nouvel appareil rappellerait celui du Foxhound tout en intégrant des éléments inspirés du Su-57. Tarasenko a également laissé entendre que le MiG-41 pourrait être équipé de missiles anti-satellites et d'un système laser antimissile, des technologies qui propulseraient cet intercepteur dans une catégorie entièrement nouvelle. Environ 120 MiG-31 sont encore en service actif aujourd'hui dans l'armée de l'air russe, et même si leurs missions quotidiennes sont moins spectaculaires que les confrontations de la guerre froide, leur présence continue de peser dans l'équilibre stratégique mondial. Le Foxhound reste à ce jour le seul avion de combat de l'histoire à avoir forcé le retrait d'un appareil considéré comme invincible, non pas en le détruisant, mais en rendant chacune de ses missions trop dangereuse pour être tentée. Dans un monde obsédé par les bilans de victoires aériennes et les tableaux de chasse, le MiG-31 rappelle qu'une arme n'a pas besoin de tuer pour vaincre. Il lui suffit de convaincre l'adversaire que le risque ne vaut plus la peine. Si cette histoire vous a captivé, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Appuyez sur le bouton pouce en l'air pour soutenir la chaîne et, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires sur les machines de guerre les plus fascinantes jamais construites.